pourquoi pas un jour tout plaquer et devenir prof de yoga. Franchement, moi, allez, mon vœu pour cette année, ça serait me former au yoga et devenir prof de yoga. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Donc voilà, ça chemine, et je me dis, bah ok, si eux ils l'ont fait, bah en fait, pourquoi pas moi. J'avais l'impression de passer mon temps à répéter qui je suis, ce que je fais. Très peu de reconnaissance. Et son discours, c'était, mais de toute façon, on l'a dit, il faut pas chercher la reconnaissance. Je suis un robot. Et je me dis, mais mon métier, j'ai pas envie de le vivre comme ça, en fait. Rester 8 heures là à réfléchir au même truc. En fait, à un moment, tu satures. On se met en mouvement. Et je pense qu'effectivement, c'est comme si ça nous libérait des doses de créativité. Hello Mathilde, Hello. je suis ravie de t'avoir avec moi et surtout je te remercie parce que tu fais partie des premières qui a accepté de passer derrière ce micro pour être interviewée et me parler de toi en tant qu'entrepreneur passionné. Si j'ai décidé et que je t'ai demandé de prendre la parole, c'est parce que je trouve que tu as un parcours entrepreneurial très inspirant. Justement, et j'aimerais que tu puisses en parler, ce parcours où on parle souvent de l'entrepreneuriat comme chose qui va très vite. Et toi, tu as fait vraiment les choses step by step. Et je trouve que ça peut énormément inspirer de personnes et de femmes qui souhaiteraient justement entreprendre ou qui ne sont pas forcément bien dans leur job, de montrer qu'il y a plein de voies possibles, dont par exemple, le chemin que toi, tu as pris en tout cas. J'aimerais vraiment que tu puisses le partager. Ensuite, j'aimerais, comme c'est le thème de ce podcast, la santé mentale des passionnés. Donc, les passionnés, les entrepreneurs, les sportifs, les artistes, un salarié qui peut être passionné aussi. J'aimerais effectivement que tu me racontes comment tu vis ton entrepreneuriat, les défis que tu rencontres, les challenges, surtout que tu es dans un domaine, ce que tu vas te présenter, qui est le bien-être, le yoga, donc avec tous les parallèles qu'il pourrait y avoir dessus. Et enfin, troisièmement, j'aimerais que tu puisses expliquer aux gens en quoi aujourd'hui la pratique, le yoga, le sport, la respiration peut être un outil qui soutient les passionnés à mieux vivre leur parcours entrepreneurial et leur passion. Et donc du coup, Mathilde, est-ce que tu peux te présenter ? Quel programme. On a 1 heure pour que ça entre. Allez, ça va le faire. Et déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'écoutais parler là et je me disais waouh, quel parcours, parce qu'on se connaît quand même depuis, je sais pas, 2017, 2018, ça fait quand même déjà pas mal d'années. Ouais, exactement. Qu'on se connaît. Je nous revois encore faire des shootings dans les rues de Paris. On n'en était pas là où on en est aujourd'hui. Et là, je te regarde, je te vois parler dans ce magnifique studio. Je me dis waouh, quand même, quel chemin parcouru. Ouais. Donc voilà. Déjà, franchement, bravo, parce que quel chemin entrepreneurial, c'est quand même pas banal. Voilà, parenthèse terminée. Fallait que je le dise. Donc, merci beaucoup. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Donc, moi, Mathilde Guibert dans la vraie vie, Mathilde YogiFit sur les réseaux. Je suis professeure de yoga, en effet. C'est, je pense, qui me définit le mieux aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler, mais des axes, on va dire, pour développer cette activité assez multiples. Mais voilà, prof de yoga, créatrice de contenu aussi depuis un petit peu plus longtemps. Et anciennement assistante sociale, puisque aujourd'hui, c'est assez rare que le yoga soit quand même la première voie que tu empruntes. Peut-être qu'un jour, au lycée, on se dira « Waouh, je me verrais trop prof de yoga », mais je pense que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc, il y a souvent une vie avant le yoga. Moi, c'était une vie dans le social, comme assistante sociale pendant, en gros, 10 ans. Donc, voilà. Écoute, j'habite à Paris. J'ai 33 ans dans 2 semaines. Voilà, en gros. Et du coup, après cette intro, et moi je sais à quel point tu es passionnée par le yoga, et comme on se connaît, je t'ai vu, j'ai vu ton chemin et comment ça s'est passé. Est-ce que tu serais OK d'expliquer ton parcours, justement, comment ça s'est passé pour toi entre... Je connais aussi ton amour pour l'être vivant et le care et les gens. Je le dis souvent, je trouve que tu es une des personnes les plus bienveillantes que je connaisse, et c'est vraiment sincère. Et du coup, ce que tu pourrais raconter, parce que c'est vraiment ça que je trouve qui est extrêmement inspirant, c'est step by step, à ton rythme, et comment tu es passée de cette activité d'assistante sociale, c'est bien ça, dans le care, à aujourd'hui, prof de yoga, mais tu es une prof de yoga entrepreneuse, et on va en parler parce que y a plusieurs styles de profs de yoga, et on pourra parler des différentes caricatures comme on en parlait tout à l'heure, mais comment, toi aujourd'hui,
quel est ton chemin, ton cheminement et surtout, au-delà des étapes, par quel stade émotionnel, réflexion de pensée, tu es passée pour en être là aujourd'hui prof de yoga, mais prof de yoga entrepreneuse, quoi. Alors, c'est vrai que là, il y a 2 notions qui sont assez intéressantes. Le step by step, on en parlait tout à l'heure en off. Moi, je suis un peu un petit escargot, voilà, qui avance à son rythme. Mais je pense que c'est ma force. Là où d'autres, leur force, ça va plutôt être de foncer, de tout plaquer du jour au lendemain. Moi, c'est pas tellement ma personnalité. Ça peut l'être, mais c'est voilà. En tout cas, c'est pas comme ça que je me suis lancée. Et je pense que ça a été aussi une force. Donc, on pourra peut-être le redévelopper un peu plus tard. Et effectivement, on peut être prof de yoga avec un chemin peut-être un peu plus classique, se former et ensuite postuler dans des studios, donner des cours, avoir un planning de cours. Et déjà, j'allais dire s'arrêter là, mais enfin, c'est déjà très bien. Mais en tout cas, constituer son planning hebdomadaire de cette manière, c'est vrai que moi, j'ai fait le choix de ne pas fonctionner comme ça. Donc, pour revenir un petit peu en arrière et répondre à ta toute première question, au niveau de mon parcours, donc moi, j'ai fait mon lycée, j'ai fait un bac littéraire. J'avais très envie d'être psychologue à la base. Voilà, toujours l'humain. Je voulais être psychologue. Et puis finalement, je me suis dit, je veux un truc un peu plus de terrain, un peu plus dans l'action. Assistante sociale m'a semblé être le bon chemin. Et je pense que d'ailleurs, j'ai eu raison. J'ai eu quand même envie de faire une petite année de psycho, voir ce que c'était. Et puis, mine de rien, ça m'a apporté quand même énormément, même en une seule année, énormément de connaissances. J'ai fait mon école en 3 ans. Voilà, j'ai eu mon diplôme en 2013, voilà. Et après, j'ai bossé donc quasiment pendant 10 ans sur 2 postes différents. Le dernier, c'était notamment dans une maternité parisienne. Donc je travaillais pour les mamans sur la phase de grossesse et puis pendant leur séjour ensuite de naissance. Et puis, ce qui s'est passé, entre guillemets, c'est que donc, sur ces 10 années, ma porte d'entrée pour arriver ensuite au yoga, ça a été le sport, déjà. Donc, le sport, le fitness, un peu la course à pied, même si ça ne m'a pas trop réussi, mais j'ai essayé. Mais c'était beaucoup, beaucoup le fitness. J'étais cette nana à la salle de sport, à faire quasiment la fermeture de la salle de sport, notamment avec une copine, Estelle, si elle m'écoute, je lui fais des gros bisous. On adorait, on allait au moins un jour sur 2 à la salle de sport, quoi. Voilà, c'était notre truc, on adorait ça. Une forme d'exutoire, quoi. Ah ouais, puis on adorait, quoi. On adorait avec tous nos challenges, comment dirais-je, tous nos goals un peu physiques, parce que c'était un peu ça aussi la porte d'entrée. C'était se faire une shape la plus incroyable possible. C'était nos petits délires, quoi, de ce moment-là. Et on s'épanouissait comme ça, c'était cool. Et puis, à un moment, j'ai commencé à partager un peu tout ce parcours, on va dire, sport sur Instagram, qui a d'ailleurs commencé, et ça parlera sûrement à pas mal de filles, par le TBC, le Top Body Challenge. Voilà. Bref, j'ai partagé un peu toute mon expérience et mon évolution sportive. C'est là que les réseaux, en tout cas, mon compte Instagram m'a pas mal... c'est pas mal développé. Donc c'était, t'as eu très vite une très belle communauté autour du sport. Ouais. C'est vrai, c'était en 2015 et je pense qu'en une année, j'ai pris quasiment 10K. Voilà, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais en même temps, c'est plus non plus ce que je recherche. Mais ouais, ça a grandi assez vite. Et puis arrivé du coup l'influence, collaborer avec des marques autour du sport, voilà. Je te passe un peu les détails, mais bon, tout ça s'est mis un petit peu en place. Et puis, sur un événement avec une marque de cosmétiques, c'était avec Decléor à l'époque. Je teste un cours de yoga pour la première fois de ma vie. On est en 2017. Je fais un tout premier cours de yoga, du warrior yoga. Donc, je commence avec un truc hyper dur. Mais heureusement, j'ai quand même une condition physique qui me permet de suivre le cours jusqu'au bout. Et en fait, déjà à l'époque, tout le monde mes proches me disaient tu ne devrais pas te former, passer ton BPGEPS et enseigner le fitness, en fait. Ouais, ok. Et je disais, franchement, j'adore le fitness, mais alors l'enseigner, je déteste l'ambiance, pas du tout moi. Et là, je fais ce cours de yoga et je me dis, waouh, franchement, c'est vraiment ça que je me verrais enseigner. Il y avait ce côté mais un peu méditatif, spirituel, vraiment la conscience de soi. Le soin dans le sport. Ouais, le soin. Ouais, c'est ça. Et il y avait vraiment ce lien corps-esprit que, en fait, tu as quand tu fais du sport, mais de façon beaucoup plus subtile. Et c'est
c'est pas forcément, c'est un peu par conséquence, on va dire, mais c'est pas pleinement établi, quoi. Et là, je me dis, ah ouais, franchement. Et je me souviens, et je sais qu'il y a pas si longtemps, j'avais été retrouver ça sur Facebook. 2017, je mets un post, enfin, une photo, quoi, sur Facebook, sur mon compte perso, en disant, waouh, j'ai testé mon premier cours de yoga. Et franchement, mais ouais, pourquoi pas un jour tout plaquer et devenir prof de yoga. Comme une révélation presque. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, bon, bah, du coup, je me mets à pratiquer, parce que du coup, à la base, j'en faisais pas du yoga, donc je me mets à pratiquer, je me dis, ah, quand même, c'est cool et tout. Et puis, voilà, les opportunités de la vie. Un jour, un 1er janvier 2019, si je ne me trompe pas, je mets une story sur Instagram en disant, 1er janvier, quels sont un peu nos vœux, nos rêves pour l'année. Je dis, bah, franchement, moi, allez, mon vœu pour cette année, ça serait... pourquoi pas, de passer à mi-temps sur mon poste, donc à l'hôpital à ce moment-là, passer à mi-temps sur mon poste, me former au yoga et devenir prof de yoga. Je poste ça. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, puisque je bossais à ce moment-là avec GoSport. J'étais ambassadrice GoSport. Une des nanas, enfin la personne avec qui j'interagissais le plus chez GoSport voit ma story, m'appelle, me dit, j'ai vu ta story, go. Nous, en fait, on n'a pas de prof de yoga dans nos ambassadrices, ni dans nos ambassadeurs. Et ben, vas-y, on t'accompagne sur ce projet. C'est incroyable. Je flippe de ouf. Ça va devenir réel. Voilà. Je lui ai envoyé un vœu, l'univers l'a saisi. Voilà. Je mets 6 mois à lui donner signe de vie. Carrément. C'est même elle qui me relance au mois de juillet. Mais non. En me disant... Tu sais, Mathilde, ma proposition tient toujours, en fait. Il se passe quoi au niveau de ton esprit, il se passe quoi, justement, entre le vœu de résolution un peu de première année, cette fille qui saisit cette opportunité pour toi en disant, mais attends, si tu veux ça, nous, on t'accompagne là-dessus, et toi, tout d'un coup, qui dit... oui, mais non, presque. En fait, d'un seul dans ta tête tu passes de ce truc un peu rêvé. En fait, d'un seul coup, tu te dis, OK, donc là, en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe si je deviens prof de yoga ? Alors, financièrement... Ouais, c'est le truc qui te vient, c'est presque le côté presque financier. Ah bah, totalement. Totalement, ouais. C'est l'aspect financier. Et en fait, c'est que d'un seul coup, c'est genre, OK, on remet un peu les pieds sur terre et il faut penser à tous les trucs chiants. Tu vois ? Parce que partir se former, OK, mais en fait, après, c'est... Alors, comment je suis au niveau de mon taf ? Est-ce que j'arrête ? Est-ce qu'on va m'accorder mon mi-temps ? Est-ce que je vais devoir postuler ailleurs ? Financièrement, qu'est-ce que ça va donner ? À l'époque, j'étais célibataire, je vivais seule, j'avais un crédit à payer, des factures comme tout le monde. Bah voilà, qu'est-ce que ça va donner ? Et puis mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et puis mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire ? En fait, là, d'un seul coup, tu sais, toute la charge mentale, le poids, les peurs du regard des autres et la peur de l'inconnu, quoi. Alors que, enfin, je veux dire, tout le monde s'en fout. Non, tout le monde s'en fout pas, mais en fait, je pense que si les gens t'aiment et sont aussi convaincus que c'est la bonne voie pour toi, en fait, bon, ils vont peut-être te faire part un peu de leurs craintes, mais ils vont pas. Personne ne peut t'empêcher de faire quelque chose. Hein, on va pas te retenir de partir, c'est pas possible. Donc voilà, juillet, je me suis laissée encore 1 mois pour réfléchir à l'escargot. Tu vois, pas trop vite. Et puis au mois d'août, je me dis, allez, je lui envoie un SMS, je dis, bon, allez, go, j'en parle demain à ma chef, et voilà, et c'est parti. Et puis, j'en parle donc à ma chef, à l'hôpital, qui par chance adorait le yoga, pratiquait, et en fait, elle trouvait le projet trop cool. Et vraiment, je suis arrivée en lui disant, voilà, je te mets tout sur la table. Je voudrais partir de telle date à telle date, être en congé sans solde. Je voudrais bien être à mi-temps quand je reviens, mais que sur mon poste. À l'hôpital, tu as plein de postes possibles. Tu peux être dans tous les services quand tu es assistante sociale. Donc, je dis, je veux rester en maternité parce que les autres services, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Voilà. Et donc et je veux être présente moi, du coup, j'étais là du lundi au mercredi midi. Je veux pas être là tous les jours, une demi-journée. Enfin, ça sert à rien, quoi. Voilà, dis-moi si c'est possible. Elle m'a dit, OK, on va s'organiser pour que ça soit possible. Trop bien. Ouais, comme quoi, il faut toujours tenter. Oui, exactement. Et juste pour te couper un peu dans ton sens, parce que ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement humain. Qu'est-ce qui fait qu'on déclenche une décision ? Tu disais que juste avant, tu avais attendu parce qu'il y avait des peurs. Est-ce qu'inversement, tu serais capable de dire, est-ce qu'il y a eu un élément, quelque chose, voilà, je savais pas, mais est-ce qu'il y a eu un élément qui, au mois d'août, qui dit, allez, go, et qui finalement a pris le pas sur toutes les peurs dont tu viens de parler ? Tu vas rire. En fait, pendant 6 mois déjà,
forcément, je me mets à rencontrer plein de gens qui ont eu des changements de vie, évidemment. Donc, on en parle. Ça peut être soit des gens que je connaissais pas encore, que j'ai rencontrés via les réseaux, ou finalement des gens de mon entourage avec qui j'avais jamais vraiment creusé. Tu vois, et toi, comment t'as fait, comment ça s'est passé. Donc, je me mets à avoir plein de conversations comme ça. Donc voilà, ça chemine, et je me dis, ok, si eux, ils l'ont fait, en fait, pourquoi pas moi. Et là, je rigole parce que franchement, c'est un peu ridicule, mais c'est pas grave. L'élément déclencheur qui fait que j'envoie ce SMS à Sarah en lui disant, Sarah, go, on y va. C'était un soir en semaine, juillet, sur les quais à Paris. Et j'étais en date Tinder. avec un gars. Et qui lui était justement en fait, alors lui il avait tout envoyé valser quoi. Il avait démissionné, il savait pas ce qu'il allait faire après. Vraiment lui, alors il avait ce que je n'aurais jamais fait quoi. Il cochait toutes les cases qui te semblaient aux antipodes de ce qui te passait. Complètement. Pensait possible quoi. Il me raconte ça et moi je me dis waouh, franchement c'est couillu quoi. Waouh. Et puis du coup, je lui parle un peu moi de la réflexion dans laquelle je suis, et puis voilà, que j'hésite, nanana. Et là, il m'arrête, il me dit non mais en fait, je vois même pas pourquoi t'hésites en fait. Enfin, t'as un filet de sécurité, t'as un taf, enfin, t'es pas à la rue, enfin. Et en fait, vraiment, genre limite, il me secoue quoi, genre mais t'attends quoi en fait. Et là, je sens que c'était le dernier échange qu'il me fallait. Ce coup de pied aux fesses là qu'il me fallait pour que... Ok. Donc là, je dis, attends, une seconde, je prends mon téléphone, j'envoie un message. Pendant le date. En fait, je me dis non. J'adore. Parce que si après j'attends, je rentre chez moi, je vais cogiter, machin. Ton mental va prendre le dessus. Génial. Voilà. Comme un switch, je dis, tu m'accordes une seconde. Tac, tac, j'envoie un petit message. J'adore. Et voilà. Donc, mais en fait, c'était au-delà de... Ce qui est rigolo, c'est que ça a été un peu la goutte d'eau. Mais il y avait déjà eu un cheminement. En fait, je pense que c'est vraiment tous ces récits. À l'époque, j'écoutais pas spécialement de podcasts. Maintenant, j'adore écouter les podcasts d'ailleurs de gens qui ont changé de vie. Mais tu vois, c'était un peu... C'était en fait plein de récits de gens qui étaient un peu passés par toutes ces réflexions. Et notamment ces réflexions autour de l'argent. Parce qu'après, j'ai eu les mêmes... réflexion parce que du coup je suis restée 2 ans à mi-temps. On va en parler après, ouais. Voilà, 2 ans à mi-temps, et après il a fallu se dire est-ce qu'on continue ou pas. Et de nouveau toute cette réflexion, et toujours moi c'était toujours l'argent qui m'inquiétait. Et pareil, à un moment il a fallu un déclic, une discussion qui m'a permis de me dire ok, allez go, maintenant on lâche la partie salariée et on est focus sur le yoga et l'entrepreneuriat. Et du coup, si on reprend le fil, où tu dis à ta chef, ok, je te mets tout sur la table, en gros, c'est comme ça, et justement, appétante au yoga, avec cette philosophie aussi qui te dit go, il se passe quoi après ? Eh bien, il se passe que donc elle me dit ok. Donc ça, c'est en août, du coup, en août 2019. Donc je cherche une formation, je n'ai pas cherché longtemps, parce qu'il y avait une fille que je suivais qui avait fait une formation que j'avais suivie. Et je me suis dit, franchement, ça avait l'air trop cool. J'ai envie de faire la même formation qu'elle. Donc, j'en parle avec elle. Elle me met aussi en lien avec des personnes qui ont fait ou vont faire la formation. On papote, machin, bref. Donc, c'est parti. Je m'inscris. Je me dis, écoute, tant qu'à vivre une expérience un peu dingue, partons à l'étranger. J'étais jamais partie aussi longtemps parce que donc, tu fais une formation de 200 heures, qui est un peu la formation initiale pour être prof de yoga. Et tu peux faire soit réparti sur l'année, des week-ends, des vacances, ou tu peux faire en format condensé. Voilà. Donc là, c'est 1 mois, 200 heures. Et je me dis, partons à l'étranger. Donc, je book cette formation qui donc, se passe en Thaïlande, sur l'île de Koh Phangan, pour ceux qui connaissent, qui est une île incroyable, en anglais, un des plus gros challenges de ma vie. Parce que je suis une bille en anglais, il faut le savoir. Mais on me dit, t'inquiète, ça va. À partir de ce moment-là, je suis en roue libre. Tout est possible. Donc même comprendre l'anglais, c'est possible. Je me sens pousser des ailes. Génial. Voilà, ça va le faire. Puis ça l'a fait d'ailleurs. Et voilà. Et donc, je pars le mois de janvier. Je pars juste après le Nouvel An. Je fais le Nouvel An et je pars 2 jours après, jusqu'à fin janvier. Et donc, je pars 1 mois en Thaïlande me former. Et quand je reviens, en fait, immédiatement, quand je reviens, début février, j'ai mon mi-temps qui démarre.
Et surtout, j'ai GoSport qui... parce que GoSport, je leur avais dit, vous êtes bien gentils. Enfin, c'est trop cool, votre proposition, parce qu'en fait, ils m'ont financé une partie de ma formation. Donc, je dis, en vrai, c'est trop cool, mais je passe à mi-temps pour avoir du temps, mais... Et ils me disent, OK, oui, parce qu'au départ, ils me proposent de donner des cours pour leurs clients, mais de le faire gratuitement. Entre guillemets, en contrepartie, ce qui n'était pas incohérent, en contrepartie du fait qu'ils m'avaient financé une partie de ma formation. Et pareil, moi, je suis en mode YOLO, on dit tout ce qu'on pense. Et donc, je leur dis, ouais, mais en fait, si je commence à avoir... donc, il y avait 5 heures par semaine. En fait, c'est 5 heures par semaine pendant combien de temps ? Enfin, à un moment, on va faire ça gratuitement. OK, mais à un moment, va falloir aussi que je fasse rentrer de l'argent parce que j'ai l'équivalent d'un mi-temps que je ne perçois plus. Et donc, ils ont été hyper cool, mais vraiment jusqu'au bout. Ils ont été géniaux. Ils m'ont dit, tu sais quoi, en fait, on va te rémunérer sur ces créneaux-là. Donc, j'avais 5 heures de cours. Pareil, je suis rentrée une semaine après. J'ai commencé mes 5 heures de cours avec eux dans les magasins GoSport. C'était assez folklore, mais c'était très marrant. À Parly 2, à côté de Versailles, au Chesnay, puisqu'à l'époque, j'habitais pas très loin. Et puis, voilà. Et puis, au bout d'un mois et demi, confinement... Terminé, bonsoir, plus de cours. Et en fait, c'est là où tout a vraiment explosé, quoi, en vrai. Et est-ce que tu peux justement raconter, parce que forcément j'étais là et je faisais à peu près tes cours tous les soirs, donc je me souviens très très bien de cette période. Est-ce que du coup tu peux expliquer rapidement comment finalement le confinement, si je peux le dire comme ça, est devenu ta plus grande opportunité de lancement de business ? Oui, c'est très bizarre de dire, mais en même temps, il y a plein de domaines dans lesquels c'est arrivé, donc de toute façon, et puis c'est un fait, hein. Enfin, voilà, c'est un fact. En fait, déjà, je pense que pendant le confinement, les gens ont eu le temps de se recentrer sur eux-mêmes, et il y a eu beaucoup de gens aussi qui se sont sentis pas bien, ce qui était tout à fait légitime, et qui ont trouvé des moyens de se sentir un petit peu mieux. Et le yoga, ça faisait partie des choses qui étaient faciles à faire à la maison, pas besoin de beaucoup de matériel, enfin voilà, c'était assez facile pour les gens à mettre en place rapidement. Qu'est-ce que tu proposais ? Et surtout, des lives Instagram. Et franchement, mais sans vouloir... Alors, je veux dire, nous jeter des fleurs parce que je n'étais pas tout à fait seule dans cette aventure. C'est qu'avec Séverine, que tu connais très bien, qui elle est prof de pilates notamment. Séverine, et c'est elle d'ailleurs qui a eu l'idée. Séverine me dit, donc on est confinés un mercredi, si je ne me trompe pas. Mercredi 17 mars, exactement. Et en fait, la veille, elle me dit, écoute, demain, on est confinés. Tu sais quoi ? On va faire des lives sur Instagram. Je pense que c'est une des premières personnes de la sphère Instagram à avoir cette idée, vraiment. Même avant Sissi Mur. Et elle me dit, tu sais quoi ? Moi, je vais faire un live pilates à 17h. Et toi, tu feras un live yoga à 18h. Comme ça, les gens pourront même faire les deux s'ils ont envie, vu qu'on avait des communautés un peu croisées. Et là, franchement, mais j'ai passé... ça fait partie des 8 meilleures semaines de ma vie, quoi. Parce que du coup, hop, dès le premier soir du confinement, nous voilà en live sur Instagram. Donc, je faisais 45 minutes, je crois. Et elle aussi. Donc, comme ça, les gens avaient quand même un petit quart d'heure de pause entre les deux. Et du lundi au dimanche, pendant 8 semaines. Même parfois 2, max 3 lives par jour. Et en fait, c'est devenu un vrai rendez-vous. Voilà, tous les soirs à 18h, les gens étaient connectés. Il y avait quand même toujours plusieurs centaines de personnes qui étaient là, ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui en live, en tout cas pas sur un compte comme le mien. Et alors, ce qui était encore plus incroyable, donc c'était les retours des gens, bien évidemment, parce que d'un seul coup, même à distance, tu te sens utile. Donc voilà. Et je sais que l'utilité est importante pour toi. Ouais. Faire contribuer à quelque chose, effectivement. Donc là, tu sentais que voilà, que j'étais un petit peu utile quand même. Et pour être doublement utile, en fait, première semaine, je me dis, je me suis dit, allez, j'ouvre une cagnotte Lydia. Donc, je dis aux gens, voilà, si vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Parce que du coup, j'avais quand même mon mi-temps de l'hôpital qui était payé. En plus, je faisais du télétravail au début et après, j'allais sur place. Et en fait, première semaine, je me retrouve avec quand même une somme, plusieurs centaines d'euros juste en une semaine. Enfin, je me dis, OK, si c'est toutes les semaines, j'étais pas très à l'aise avec l'idée. Donc, je dis aux gens, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? Vu que visiblement, vous êtes très motivés, toutes les semaines, sur la cagnotte, on va collecter pour des assos différentes. On a fait des trucs complètement différents. Les animaux, la recherche, les violences faites aux femmes, plein de trucs. Et juste à tel point qu'à un moment, c'était les assos qui me contactaient en me disant, est-ce qu'on pourrait être ton asso de la semaine ?
Mais bon, il a fallu faire des choix quand même. Et donc, toutes les semaines, les gens étaient motivés à faire exploser la cagnotte encore plus que la semaine d'avant. C'est incroyable. Donc, je pense que la première asso, on a versé dans les 500, entre 500 et 600 euros, ce qui était quand même très cool. La dernière semaine, on a versé plus de 2000 euros à l'asso. Et des gens qui contribuaient toutes les semaines. Enfin, franchement, c'est quand même dingue. Mais ce que tu es en train juste de dire, c'était ouf. Tu as fait un cercle vertueux de dons et de partage. Ouais, complètement. Parce que tu donnais aux gens la possibilité gratuitement de faire un cours de yoga. J'en faisais partie, donc, et avec tout le talent que tu as, parce que j'ai été une de tes élèves à plusieurs reprises, mais tout le talent que tu as et la passion que tu as dedans. Et en fait, cet argent-là, le dire, en plus, je démarre mon activité, je suis à mi-temps, je motive les gens à faire en sorte d'exploser une carte pour reverser. Enfin, je trouve ça magnifique, ce cercle vertueux du don, quoi. C'était, franchement, ça te représente fou. tellement. C'était fou. Et ce qui était trop bien, c'était les assos qui savaient nous dire, voilà, avec ce montant-là, voilà ce qu'on va financer. Trop bien. Et franchement, c'était trop bien. Et les gens étaient vraiment motivés, quoi. À chaque fois, c'était, on en est à combien ? Ok, allez, on se motive. Il faut aller au palier d'après. Et ils ont été tellement mignons, c'est que la dernière semaine, ils m'ont tous dit, mais vraiment à l'unanimité, la dernière semaine, on veut que ce soit pour toi. On veut pas qu'on veut pas d'une asso, mais on veut que ce soit pour toi. Et bon, à moi, je me suis dit, bon, allez, ok. Et bon, là, ils ont fait exploser le truc. Enfin, c'était... je sais pas, c'était fou, effectivement, tout cet engouement. Et ce qui est très cool, c'est qu'après tout ça, au bout de 8 semaines, les gens avaient pris des habitudes. Ils avaient pris une vraie routine de yoga. Et donc, après, ils m'ont dit, en fait, on veut pas que ça s'arrête. Parce que, alors, il y avait des Parisiens qui se disaient, on pourra sûrement repratiquer avec elle dans des studios hautes, mais les gens qui sont pas de Paris, ils me disaient, en fait, nous, on veut continuer. Instagram, c'est que tu touches pas les gens locaux. En fait, tout d'un coup, en gros, cette situation-là du live te permet de toucher non pas le prof physiquement qui doit toucher sa zone de chalandise, un prof lambda qui est en zone de chalandise où il est autour de chez lui physiquement. Et là, avec ça, tu touches le fait que tu peux pratiquer de manière où tu veux, avec qui tu veux, sans que la partie géographique devienne un problème. Bien sûr. Et il y a plein de gens, parce que nous, là, on est en région, enfin, moi, je suis en région parisienne, tout dans le sud-ouest, on est quand même dans des endroits où il y a beaucoup de studios de yoga, où la pratique est quand même accessible. Mais en fait, il y a plein de... Mais même des villes, tu vois, même pas forcément des gens qui sont en milieu rural, mais tu as des petites villes où il n'y a pas de studio de yoga, alors que tu pourrais penser que oui, et en fait, très peu. Donc, il y a des gens, vraiment, l'offre, elle n'existe pas ou quasiment pas. Donc, là, je me suis dit, du coup, on va quand même un peu encadrer les choses, on va sortir un petit peu du contexte Instagram, et on va aller donc sur Zoom. Et donc, j'ai commencé à proposer 4 créneaux sur Zoom par semaine, et on est 4 ans plus tard, et ces créneaux existent toujours. Et on les fait toujours, et les filles, parce que ce sont que des filles, les filles sont au rendez-vous, elles sont là toutes les semaines. Il y en a vraiment, je pratique avec elles depuis des années maintenant, depuis 4 ans. On a eu l'occasion après de se voir sur des retraites ou quand elles venaient à Paris, etc. Mais il y a aussi des Parisiennes avec qui je pratique aussi en présentiel, mais qui se rajoutent ce petit créneau en distanciel qui est pratique, qui se cale bien dans l'agenda. Ou alors elles pratiquent en distanciel avec moi et puis elles ont un studio à côté de chez elles et elles pratiquent aussi avec d'autres profs, parce que c'est cool aussi d'avoir des pratiques avec des profs différents. Et voilà. Et du coup, donc, là, tu es en train de dire, fin de confinement, je lance finalement, je suis une prof de yoga, ce qu'on appelle dans le jargon un peu infoprenariat, parce qu'en fait, je fais du digital en prof de yoga et je lance mon activité comme ça. Et du coup, je crois que très vite, en plus de mémoire, je crois que c'est rempli. Ouais, alors sur Zoom, t'as pas vraiment de limite. Tu vois. Après, moi, j'aimais bien l'idée. Tu te limitais pas comme à au moins une vingtaine ou quelque chose comme ça, quand même. En fait, j'aimais l'idée, parce que ça m'avait un peu manqué quand même sur les lives, c'est que sur les lives, je me vois moi, quoi. Et tu peux pas corriger, je sais que c'est important pour toi. C'est ça. Et en fait, alors que là, d'un seul coup, sur Zoom, je vois les gens. Donc pour moi, c'est une grande avancée de voir les gens. Et en fait, tu te rends compte qu'en plus, sur Zoom, t'as tous les gens... sur ton écran, de ton regard, tu balayes tout le monde et je vois presque plus de corrections que quand je suis en présentiel. En présentiel, quand je suis sur quelqu'un, je vois pas la personne qui est dans mon dos. Là, je peux passer très vite et corriger. Et je pense que c'est ça aussi que les personnes qui pratiquent avec moi aiment,
c'est que même à distance, je vois si ton orteil est mal placé. Tu vois, genre, j'exagère, mais quoique, le placement du pied, le placement des mains, les épaules, le dos, tout. Et je vois bien, au fur et à mesure, il y a des postures, j'ai quasiment même plus besoin de les corriger parce que les filles, vraiment, elles progressent. Et du coup, parce que pour qu'on avance un peu, pour qu'on puisse entamer les 3 thèmes, parce qu'on est déjà à 30 minutes, mais est-ce que tu peux juste raconter ce qui se passe, cette transition-là, à un moment, la transition de, OK, bon, une opportunité qui en devient une, malgré les circonstances, et comment ça se passe pour ce déclencheur de j'arrête mon mi-temps et j'arrête mon salariat et je deviens une entrepreneur passionnée à 100%. En fait, pendant donc 2 ans, je fais à mi-temps. Et première année, l'équilibre est parfait. L'équilibre est nickel. Je me dis, waouh, franchement, c'est bon, c'est l'équilibre parfait. Et la deuxième année, la partie yoga s'intensifie, je donne de plus en plus de cours. Je commence un peu à proposer aussi des formats workshops, événements, proposer des retraites, etc. Et en fait, à un moment, je n'ai plus de temps off. Et puis, je me souviens aussi que tu étais limite entre le sens que tu pratiquais au niveau social. Je ne sais pas si tu étais le proche du burn-out ou pas, mais... Je ne suis pas allée jusqu'au burn-out, mais, et notamment dans des discussions avec toi, je me suis rendu compte que j'en étais très, très proche. Parce que du coup, à un moment, plus de temps off. Parce qu'en fait, je fais ma journée, par exemple, à l'hôpital. Je rentre le soir, donc j'ai toute la partie création des cours. Comme je fais quand même, à ce moment-là, encore beaucoup d'influence, j'ai des mails, des dizaines et des dizaines de mails à traiter, des messages Insta. C'est une charge mentale gigantesque, tu sais ce que c'est, de répondre aux gens. En plus, moi, j'aime répondre quasiment à tout le monde. Donc, mes soirées, en fait, je ne regarde jamais une série ou un film en entier. J'ai mon ordi sur les genoux, voilà. Et puis, donc voilà, donc j'ai plus le week-end, du coup, je bosse. Donc, j'ai plus de temps libre. Et pendant les vacances, t'es jamais vraiment en vacances, en fait. Et en plus, l'hôpital est un milieu assez rude, où le social et le médical se rencontrent mais ne se comprennent pas. On n'a pas la même temporalité. Moi, je suis dans un hôpital qui est semi-privé et je pense que même à l'hôpital public, on gère un peu l'hôpital comme une entreprise. Il y a des subventions qui sont données s'il y a telle entrée de patients. Et pour faire entrer des patients, il faut en faire sortir d'autres, même si les gens ne sont pas forcément en condition pour sortir. Et donc, déjà, ça commence à plus trop me convenir de voir des gens qui rentrent chez eux dans de mauvaises conditions. Voilà, des exemples de situations quand même assez terribles. Donc, je sens que je suis plus hyper alignée avec ça. Des médecins et des internes qui changent tout le temps. Donc, tu as toujours affaire à des nouvelles personnes, des gens qui ne comprennent pas ton métier. Donc, j'avais l'impression de passer mon temps à répéter qui je suis, ce que je fais, comment on est censé travailler ensemble, ce que je fais et ce que je ne fais pas aussi, parce que je ne suis pas la secrétaire de ce cher médecin. Voilà. Et en fait, je passe ma vie à répéter. Et puis, dès que les gens ont compris, ils s'en vont, ils changent. Les internes, c'est tous les 6 mois que ça change. Et donc, je répète. Et en fait, je me rends compte à me plaindre toujours des mêmes trucs. Très peu de reconnaissance. D'ailleurs, directeur de l'hôpital qui un jour, on sollicite un peu une réunion un peu en urgence, parce que vraiment toute l'équipe est hyper en souffrance. Et son discours, c'était « Mais de toute façon, dans la vie, il ne faut pas chercher la reconnaissance. » Alors, pourquoi vous cherchez la reconnaissance ? Ça ne sert à rien. Il ne faut pas compter que là-dessus. Mais bon, quand même, ça fait de mal à personne, on va dire. Voilà, un petit compliment de temps en temps. Et bref, et voilà, et tu donnes ça, on te prend ça, et on te fait toujours remarquer ce qui ne va pas ou pas assez bien, jamais ce qui va. Et un moment, la charge de travail qui augmente. Je suis passée à mi-temps, mais en fait, j'ai la charge de travail d'une personne à temps plein. Donc, les dossiers s'accumulent, je fais des heures sup. Ma chef, tous les soirs, qui me dit « Mathilde, tu t'en vas. » Bah ouais, mais en fait, le lendemain, sera encore sur le bureau. Et en fait, à un moment, Oh. C'est con parce que ça fait 4 ans, plus même en fait, mais la charge est encore là, quoi. En fait, tu sais, il y avait plein de soirs où je rentrais chez moi en transport. Alors déjà, tu tapes 1h15 matin et soir, ça c'est pareil, c'est quand même intense. Et tu sais, je rentrais chez moi et je me disais, mais en fait, mes jambes, elles savent exactement où elles doivent aller, quoi.
Elle me porte, tu vois, genre, je suis un robot. Voilà, je me lève, je vais bosser, je rentre, je mange, je dors et ça recommence. Et en fait, à un moment, tu as vraiment l'impression que tu fais tout par automatisme, mais il n'y a plus de sens. Et du coup, j'ai plus envie. Donc, à un moment, tu fais le minimum syndical, parce que de toute façon, déjà, tu n'as pas le temps de faire plus. Et puis, tu n'as pas non plus envie de faire plus. Et je me dis, mais mon métier, j'ai pas envie de le vivre comme ça, en fait. Et puis, après, il y a le temps du yoga, et je me régénère, tu vois, je me ressource sur ces temps de yoga, mais à côté de ça, c'est rien, en fait. Donc, ça ne suffit pas. Parce que ça prend tous ces déconvenus-là, vu la charge qu'on voit là, c'est une charge mentale qui est très puissante et forte, qui fait que, comme tu dis, je redécompresse sur la moitié de la semaine, mais en fait, c'est juste pour repartir quand je suis en mi-temps, quoi. C'est ça, t'as l'impression que c'est juste un sursis, tu vois, mais en vrai, tous les lundis, tu y retournes. Et après, j'ai rencontré mon chéri, et même lui, tu vois, il me dit, mais tous les dimanches soirs, t'es en PLS d'y retourner le lundi, la panique du dimanche soir. Ouais, c'est ça, d'y retourner, t'as pas envie, je rentrais, je pleurais. Enfin, à la fin, je finis même par pleurer au travail, je supportais plus. Même tu sais, genre juste une toute petite remarque de rien du tout, je prenais tout hyper à cœur. Ouais, hyper vulnérable. C'est ça. Et surtout, je sentais que vraiment, je supportais plus, en fait, toute cette charge. Je me sentais agressée partout, j'avais un seuil de tolérance qui pouvait plus supporter tout ça, quoi. Et en fait, je pense que c'est aussi à ce moment-là où je me dis, où je commence quand même vraiment à réfléchir à, ouais, en fait, c'est peut-être le moment, tu vois, peut-être que c'est là. Et en même temps, cette culpabilité de se dire, ouais, mais en fait, j'aime mon métier, j'ai pas envie de l'arrêter. Et puis, en fait, quand tu dis aux gens que t'es assistante sociale, t'es Mère Teresa, tu vois. Et là, d'un seul coup, Mère Teresa, elle veut plus aider les gens. Tu le vis comme ça, toi, sur le coup, avec une forme de culpabilité avec ça. En fait, sur le coup, j'ai l'impression que je vais être jugée. Et d'abandonner les gens. Ouais, que je vais passer pour quelqu'un qui lâche l'affaire, qui quitte le navire et en gros qu'on n'a plus rien à foutre des gens. Tu vois. Alors que finalement, tu te rends compte que si tu regardes ce que tu fais aujourd'hui, tu leur apportes une autre forme d'utilité et de plaisir à travers une pratique. Mais tu ne le vois pas à ce moment-là. Bien sûr. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que finalement, 2 ans auparavant, juste avant de partir, parce que donc, j'accepte de partir, etc. Et au mois de décembre, je vais faire... Donc, ma formation est en janvier. En décembre 2019, je vais faire mon certificat médical chez le médecin. Et en fait, déjà là, j'étais au fond du seau, en fait. On s'était vu à ce moment-là, je crois. Ouais. Et le médecin qui, d'ailleurs, voulait me donner, je crois, des anxiolytiques ou je ne sais quoi. Et je lui dis, non, je pars dans 1 mois... Mais dans je vais tenir. Ouais, je vais tenir. C'est bon, je vais tenir. Je vais tenir. Je me dis non, c'est bon. Et c'est vrai que la première année de ce moment à mi-temps, je me dis, ça y est, tu vois, je souffle et je reprends plaisir. Et puis je me dis, les gens un peu cons avec lesquels je bosse, je les vois que 2 jours et demi par semaine, donc ça va, tu vois. Mais en fait, au bout de ces 2 ans, je ressens de nouveau exactement les mêmes sensations, ce même trop-plein, ces mêmes pleurs intempestifs, etc. Et je me dis, ok, je suis en train de ressentir exactement la même chose qu'il y a 2 ans. En fait, il faut de nouveau un changement, en fait. Et ce changement, à un moment, c'est de se dire, on quitte. Donc, je me suis fait aider par une coach pendant 3 mois qui m'a aidée, en fait, à prendre la décision parce que je n'arrivais vraiment pas à la prendre. Et ça me bouffait, voilà. Et elle m'a vraiment aidée à un moment à poser une date, à me dire, ok, aujourd'hui, je donne ma lettre de démission. Et à ce moment-là... Délivrance. Ah ouais. Délivrance. Ah ouais. Et je regrette pas. Maintenant, je sais. Et pourtant, je sais que j'aimais profondément ce métier et que j'essaie toujours d'avoir cette fibre sociale parce que c'est en moi. Et je sais que quelque part, je fais un peu du social différemment, mais je continue de faire un peu du social. J'aime toujours ce métier, mais... pas la forme dans laquelle on te faisait faire. C'est ça. Souvent, c'est ça. C'est ça. Et puis tout le côté politique qui pèse. Ce côté où tu passes ton temps à dire non aux gens, je ne peux pas faire ci. Une demande de logement social, vous aurez une réponse dans 8 ans. Enfin, tu vois, et dire non aux gens tout le temps, non, je ne peux pas. Ou alors leur dire oui, mais tu sais que derrière, ils vont se prendre un non. Enfin, c'est toute cette frustration, tu vois. Ouais. Et franchement, parce que parfois on me dit, ah ouais, mais en même temps, t'avais un métier, c'est hyper épuisant. Moi, c'est pas les gens qui m'ont épuisée. Toute la journée, j'entends des histoires horribles, des choses glauques, mais j'ai toujours eu les épaules, tu vois, et le sang-froid pour entendre tout ce que j'ai entendu. Et l'accueillir, pas sans émotion, mais
que je disais, il y a une différence entre une passoire et une éponge et une passoire. Ça veut dire que tu étais capable de recevoir, mais en mode passoire. Exactement. Ça te traverse, mais tu repars pas avec, différemment d'une éponge. C'est ça. Exactement. Et c'est pas les gens et leurs histoires qui m'ont usée, c'est le contexte institutionnel, en fait, qui était, et cette maltraitance que tu peux avoir en milieu hospitalier, vraiment. Et ça, effectivement, c'était le trop-plein. Et donc, du coup, tu es accompagnée pendant 3 mois avec une coach qui t'aide à prendre cette décision parce que j'entends qu'il y a un conflit interne avec, j'entends un peu le jugement, est-ce que je suis une bonne personne, j'abandonne les autres, la culpabilité qu'il y a derrière. Donc, tu prends cette décision, ça y est, tu es entrepreneur à temps plein. Il se passe quoi ? Je reprends un coaching parce qu'il y a eu un coaching avec une personne sur la phase de décision et j'ai eu envie d'un autre coaching avec une autre personne plutôt sur la phase, OK, comment j'amorce cette nouvelle vie ? Parce que je démissionne, il se trouve que j'avais un voyage juste après, donc je pars comme tu partirais en vacances, sauf que là, tu reviens et tu vas pas bosser, entre guillemets, tu vois. Et t'es là, bon. Comment je m'organise ? Qu'est-ce que je fais de mon temps ? C'est ça. Et donc, du coup, c'était trop cool d'avoir de nouveau 3 mois de coaching pour vraiment amorcer, cadrer les choses et se lancer. Tu vois. Après, j'avais déjà des heures de cours établies. J'avais déjà mon orga un peu dans l'influence. Donc, en fait, je partais pas d'une page blanche. Mais d'un seul coup, le matin, tu pars pas travailler, quoi. Je vais pas prendre mon RER serré comme une sardine. Donc, ouais, au début, et c'est marrant parce que j'y réfléchi, j'ai pas non plus énormément de souvenirs parce que je pense que ça s'est fait de façon assez fluide. Mais voilà, j'avais j'avais mes cours Zoom, je faisais mes créations de contenu pour l'influence. Et puis après, ça s'est étoffé, tu vois, petit à petit. Du coup, il y avait plus d'espace parce que d'un seul coup, j'avais des idées et du temps. Trop bien. Donc, parce que petit à petit, la première année, t'as mis les premiers jalons et t'as juste mis, qui sont quand même importants les premiers jalons, mais pas l'espace pour pouvoir développer en tant qu'entrepreneur ce que tu avais finalement récolté du Covid et mis en place dès le départ. Là, tu te fais accompagner pour prendre cette décision, tu te fais accompagner après un deuxième accompagnement, une autre forme d'accompagnement pour te structurer et t'autoriser à prendre cet espace en tant qu'entrepreneur et trouver les idées et les mettre en place. Ouais, et puis aussi, tu vois, moi, je me disais, en fait, ça fait 10 ans que j'ai des collègues, que je partage mon bureau avec d'autres nanas avec qui je m'entends hyper bien, qui, pour certaines, sont devenues des amies, vraiment des amies. D'un seul coup, je suis toute seule chez moi, entre 4 murs, dans le même décor toute la journée. C'est il n'y a pas de pause café, il n'y a pas de pause déj. S'autoriser à prendre des pauses, d'ailleurs, tu vois. Et surtout qu'au début, la majorité des salariés, je pense, font cette erreur, entre guillemets, c'est d'essayer de se recréer un espèce d'environnement de salariés dans l'entrepreneuriat. Tu veux dire, l'erreur des entrepreneurs au départ, c'est qu'effectivement, ils recréent leur salariat dans l'entrepreneuriat. Avec des horaires. Alors après, ça te permet de te cadrer. Mais au début, tu t'autorises pas. Je vois très bien ce que tu veux dire. Genre, oh là, je prendrais bien une pause, j'irais bien me balader. Ah non, il faut que je sois devant mon ordi jusqu'à 18h, machin, à faire ci, à faire ça. Et au début, tu fonctionnes beaucoup comme ça. Et donc voilà, c'est aussi apprendre... à devenir entrepreneur. Ouais, à devenir entrepreneur. Et j'apprends encore, en vrai. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis... bien installée. Installée et surtout à 100%. Et j'apprends encore. Mais c'est normal, c'est une aventure. Voilà. Et juste... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Et justement, est-ce que tu pourrais dire quels ont été tes plus grands défis ? Parce que tu es passionnée par le yoga. Et effectivement, tu n'as pas décidé d'avoir une structure dite classique, c'est-à-dire je suis prof de yoga et je suis dans un studio et je donne des cours en studio ou dans plusieurs studios et je cours partout dans Paris, qui était plutôt la forme lambda. Tu as créé ta forme. Tu as créé ta forme de prof de yoga et tu crées plein de choses. Néanmoins, quels ont été tes plus grands défis ? Les plus grands défis, alors au début c'est marrant parce que tu vois, j'étais tellement habituée à Zoom, à mon petit noyau d'élèves, ça me rassurait, c'était notre cocon, tu vois, avec les filles. Et donc moi je disais, non, moi je veux pas aller en studio. En studio, les gens ils viennent, ils disent à peine bonjour. Tes profs, les gens viennent consommer un cours, mais moi en fait avec mes élèves sur Zoom, on papote et surtout on reste en contact derrière, notamment avec Instagram, on échange après le cours, avant le cours, dans la journée. Parfois un peu comme tu discuterais avec des copines, finalement. Et je me disais, non, mais là, voir des gens défiler que tu revois peut-être jamais, les gens, ils viennent, ils se parlent pas,
mais il y a des fois, les cours de yoga en studio, c'est un peu austère. Tu te parles pas. Enfin, tu vas pas te créer de lien social. Il y a peu de chances, en tout cas, que tu te crées du lien social en allant à un cours de yoga parce que les gens sont vraiment... Et en même temps, ils sont dans leur bulle et ils sont là pour ça. Mais du coup, il n'y a pas d'échange particulier. Et moi, comme tu l'as bien dit, l'humain, c'est... hyper important. C'est mon truc. Tu vois, moi, j'aime les gens, j'aime le contact, j'aime parler, j'aime rigoler. Et je me disais, en studio, je ne trouverai jamais ça. En fait, tu parles presque enfin, pour moi, dans une croyance, à travers un paradoxe qui pourrait dire, moi, je crée du lien à travers un écran. Et que finalement, j'ai la croyance que quand je vais être en physique avec les gens, c'est austère et il ne va pas y avoir de lien et d'humain. Ouais, et en même temps, parce qu'aujourd'hui, je pratique, je donne des cours en présentiel, mais j'ai quand même beaucoup moins de contact avec mes élèves en présentiel. Parce qu'on va discuter un petit peu au début du cours, sauf qu'en fait, on a genre 10 minutes si elles arrivent un peu en avance. On va papoter un petit peu avant, mais les gens, ils ont une vie, ils doivent repartir chez eux. Ils savent pas forcément où te contacter ailleurs. Et en fait, j'ai beaucoup plus de contact avec mes élèves sur Zoom. Ça, c'est sûr, c'est un fait. Mais voilà, donc après, mon plus gros challenge, alors après, tout ça s'est fait petit à petit. Et je suis très contente de mes cours en présentiel. S'il y a des élèves qui m'écoutent, j'adore ces créneaux, c'est pas un souci, mais c'est un fonctionnement qui est différent, c'est un fait. Et un ressenti différent. Et un ressenti qui est différent. Et donc, je pense que dans toute la mise en place, voilà, les choses se sont faites tranquilles. Voilà, ça s'est développé tranquillement. Le plus gros challenge, ça a été... alors, il y en a deux. Premier, c'était de casser ma croyance aussi au niveau de tout ce qui est un peu programme en ligne. Parce que, alors, on me disait, mais à un moment, c'est bien, mais quand t'es prof de yoga, tu peux pas non plus être partout, tu peux pas donner 10 cours par jour. Pourquoi tu lances pas des formats un peu en ligne ? Et je me disais, ouais, mais moi, j'aime bien quand même voir les gens. Et même si on est en distanciel, je veux m'adresser à eux, je veux pouvoir les corriger, je veux pouvoir leur donner des ajustements. Et j'avais l'impression que c'était pas possible, en fait. Et puis depuis seulement l'année dernière, donc au bout de 3 ans de pratique, je me suis dit, bon, allez, il y a quand même des gens, ils sont pas dispo sur Zoom, etc. J'ai créé un programme et en fait, je me rends compte que je m'éclate aussi à créer ces formats, à penser, à se dire, OK, de quoi les gens ont besoin ? Qu'est-ce que je peux leur proposer pour répondre à ce besoin, à cette problématique ? Ça peut être sur des choses très spécifiques ou des choses plus larges, leur faire découvrir aussi des pratiques. Et les inciter, en fait, finalement, OK, les gens vont peut-être faire leurs cours dans leur coin aux heures qui les arrangent, mais ils savent, en fait, que je suis disponible. Et d'ailleurs, j'ai plein de filles qui m'écrivent après, soit qui me posent des questions, ou qui me font leur retour. Et en fait, on a ce lien. Ça a été... Pendant 3 ans, vraiment, j'étais en mode jamais, moi, Mathilde, je ne ferai de programme en ligne. Les autres, mais pas moi. Et en fait, finalement, à un moment, je me suis dit, allez, on y va. Mais vraiment, ça m'a demandé... je disais, gymnastique, non, quoi. Casser des croyances là-dessus. Je suis un peu bornée parfois. Tu vois, je me dis non, pas de cours en studio. Finalement, j'en fais. Pas de programme en ligne. Finalement, j'en fais. Et bien, en fait, tu es juste en train de montrer que finalement, au contraire, tu mets là où tu penses avoir de la rigidité, finalement, bon an, mal an, tu mets de la souplesse pour finalement tenter des expériences entrepreneuriales et voir que... Mais ce que j'entends quelque part, c'est je le fais aussi à ma manière. Ouais, et quand j'ai envie. Enfin, pas quand j'ai envie, mais quand tu sens que c'est le bon moment. Voilà, c'est ça. Et pas parce que y a Pierre-Paul Jacques qui te dit, mais si, regarde, les autres, ils font. Bah ouais, mais moi, si c'est pas mon truc à ce moment-là, non. Et je sais, parce que je sais que si je me force, je retombe dans ces espèces de sensations de trop-plein et de... Je me sens contrainte. Alors, on n'est pas dans les bisounours, la vie, c'est aussi des contraintes. Mais en fait, je sais aujourd'hui que mon seuil de tolérance à la pression et à faire des choses qui ne me conviennent pas est beaucoup plus bas qu'avant. Tant mieux. Oui. Que tu te préserves et tu poses des pratique limites. aussi quand c'est haut, mais tu te respectes moins. Mais tout à fait. Et on n'est pas obligé de faire toujours les choses en contrainte et en force. On peut trouver l'harmonie entre les deux. Exactement. Et en fait, je sais aujourd'hui que mon seuil de tolérance est plus bas qu'avant. Et que dès que je me sens contrainte de faire quelque chose qui me plaît pas vraiment et qui résonne pas vraiment, je retrouve, tu vois, toutes ces espèces de sensations vraiment pas agréables. Cette sensation, tu vois, d'être oppressée, mais par moi-même, en fait, et par mon planning, et par... Tu arrives à l'écouter, ça ? Oui. De toute façon, je le ressens direct. Oui, complètement. Et comme il nous reste à peu près 10 minutes, j'ai quand même 2 questions importantes que je voudrais qu'on aborde. Sur la partie
un peu santé mentale, parce qu'effectivement, tu es dans le domaine yoga, la détente, la respiration. Mais en vrai, tu n'es pas que prof de yoga, tu es aussi entrepreneur, passionné certes. Et je sais qu'on l'a abordé, c'est cette croyance qu'on pourrait penser que tu es prof de yoga, donc tout est cool, elle est tout le temps zen, tout se passe bien. Ouais. Alors qu'en fait, finalement, tu es un être humain comme tout le monde et tu n'es pas que prof de yoga. Tu es Mathilde dans la vie de manière générale, avec toutes les problématiques de la vie. Et tu es aussi entrepreneur, on l'oublie. Quoi. Oui. Je ne m'énerve jamais, évidemment. Je suis toujours zen, souriante. Bien évidemment que souriante et bienveillante et jamais dans le jugement. Non, mais oui, en fait, c'est un peu... en tout cas, les gens, je pense, ils ont envie de se dire qu'on est comme ça. Tu vois, peut-être ça les rassure. Mais non, il y a des fois, on est énervé. Il y a des fois où on peut... Voilà, on peut faire de la merde comme tout le monde, tu vois. Enfin, et on peut juger. Mais après, je pense que peut-être qu'on a peut-être en plus, c'est qu'on a normalement les outils pour s'en rendre compte peut-être plus vite. Et savoir se dire, OK, là, franchement, ça va pas. Voilà, ça va pas, il y a un trop-plein, ou je me suis pas comportée comme il fallait. Et avoir quand même les outils, tu vois, pour reconnaître ça et savoir peut-être un peu plus facilement quoi mettre en place pour faire un peu redescendre la pression, se recentrer et revenir à un équilibre qui nous convient un peu plus. Tu vois. Forcément, comme tu as une connexion quand même corps-esprit qui est plus importante de par ta pratique. C'est ça. Du coup, il y a cette connexion qui fait que on atteint moins rapidement la ligne rouge, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est pas exclu malheureusement de l'atteindre. Non. Et je connais des profs de yoga qui ont pu faire des burn-out, c'est pas exclu. Parce qu'en plus, il y a plein de paramètres de la vie autour de nous qu'on ne maîtrise pas. Mais je pense qu'on a les outils pour se recentrer, écouter les signaux et savoir un petit peu mieux comment faire. Ou même aller solliciter l'aide nécessaire. Tu vois. C'est pas des outils, c'est peut-être pas... Que les tiens. Ouais, c'est aussi aller dire des outils à l'extérieur que tu as tes propres pratiques. On a un réseau aussi de personnes autour de nous qu'on peut solliciter, qui ont des compétences diverses et variées dans le milieu du bien-être, qui vont pouvoir nous aider aussi, tu vois. Et du coup, si, là pour le coup, pour les personnes qui nous écoutent, passionnées, qui veulent vivre peut-être plus sereinement leur passion, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat ou peu importe, est-ce que tu aurais des conseils, des astuces pour mieux gérer la santé mentale et le stress à travers justement la pratique du yoga et de la respiration ? Ouais, alors écoute, il y en a plein, mais on va essayer peut-être d'en donner quelques-uns. Déjà, je pense que la base, c'est d'arriver à être un minimum à l'écoute de soi-même. Hein, on le dit, on le redit, le corps parle pour nous. Et s'il y a quand même un symptôme aussi minime soit-il qui revient régulièrement, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Je sais pas, ça peut être même juste un mal de dos. Genre un mal de dos, un point dans le dos qui revient régulièrement. Enfin, voilà, c'est des petits signaux comme ça auxquels tendre l'oreille, prêter attention et se dire OK. Ou tout simplement, moi je sais que souvent quand je me sens pas bien, plutôt que de ruminer toute ma journée, se dire attends, qu'est-ce qui là génère cette sensation ? C'est tout bête, mais déjà quand tu sais dire, peut-être c'est juste un mail que tu as reçu d'un client qui t'a saoulé, ou je sais pas, tu as eu un élève qui t'a fait un mauvais retour, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, peu importe son contexte de vie, quelqu'un de ta famille, un ami, il s'est passé un truc, et déjà quand tu sais identifier, ok, c'est ça là qui fait que je me sens pas bien, franchement déjà tu redescends d'un cran, quoi. Ok, c'est ça, t'arrives un peu comme si tu l'isolais un petit peu, et tu le laisses un peu moins te submerger. Après, pour les gens qui ne pratiquent peut-être pas du tout le yoga et qui se disent ça pourrait me faire du bien, déjà il faut savoir qu'il y a plein de formes de yoga différentes, il y a plein d'approches différentes. Donc déjà, savoir identifier de quoi on a besoin. Est-ce que j'ai envie plutôt d'un truc où je me défoule, presque un peu comme une séance de sport ? J'ai besoin de me vider, de penser à rien d'autre, qui sous-entend que j'ai aussi l'énergie de le faire. Parce que si on est au bout du rouleau, on n'a peut-être pas l'énergie. Et le risque, c'est aussi de s'épuiser encore plus. Donc faire quand même attention à ça, mais on va peut-être aller vers des cours de yoga, peut-être du vinyasa, de l'ashtanga, des pratiques plutôt dynamiques, où vraiment on va un peu se défouler, quoi. Si au contraire, on sent peut-être que non, franchement, j'ai pas l'énergie, quoi.
Mais j'ai quand même envie d'une pratique, mais peut-être plus douce, peut-être un peu plus méditative, où on va plutôt s'axer sur la respiration. Et on peut combiner les deux, d'ailleurs, dans une même semaine. C'est tout à fait possible. On va aller peut-être plus d'abord sur du yin, du restauratif. On prend soin de soi, on prend le temps de se poser, parce qu'on ne le fait jamais, de s'arrêter, se poser, sans téléphone, sans écoutant dans les oreilles, juste contempler, genre même son mur, mais juste s'arrêter et se mettre sur off. On ne le fait jamais. Ouais, mais vraiment. Sans bruit extérieur. C'est ça. Pas ralentir et avoir le téléphone dans une main et un podcast dans les oreilles. Si, vous pouvez écouter les podcasts de Jenny, évidemment. mais tu vois, genre, sans bruit extérieur. Information, quoi. Mais donc on peut aller vers des pratiques douces, mais déjà, savoir identifier de quoi j'ai besoin. Se renseigner, parce que quand on regarde un planning de studio, on peut être perdu avec tous ces noms qui ressemblent à rien. Donc, se renseigner, demander, moi, j'ai besoin de ça. Voilà comment je me sens. Qu'est-ce qui va être le plus adapté pour moi? Et c'est pas parce qu'on a fait un cours et peut-être on se dit ça m'a pas plu de ouf. Il y a tellement de pratiques et tellement de profs, faut pas toujours s'arrêter au premier. Et ça marche pour tout d'ailleurs. Exactement. Mais le premier avis est pas forcément le bon, parce que d'un prof à l'autre ça peut changer, d'une pratique à l'autre on peut avoir vraiment une expérience totalement différente. Après, je veux dire très simplement, se mettre une petite appli de méditation. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça, mais il y a plein de gens pour qui ça fonctionne. On se pose, ça peut être n'importe quand dans la journée, le matin, le soir, à la pause déj, n'importe quand. Et après, moi, notamment, quand je fais des retraites, j'aime bien montrer aux gens qu'on peut méditer autrement. Quand tu fais la vaisselle, tu médites. Moi, j'ai pas de lave-vaisselle. Quand je fais la vaisselle, je médite parce que je suis concentrée sur une seule tâche. C'est ça, méditer. C'est pas ne pas penser, c'est juste limiter le flux d'informations et de pensées. Mais ça peut être écrire, de recopier. Je sais pas, on a lu une phrase dans un bouquin, on l'aime bien, on la recopie, la même phrase, pendant 20 minutes. Elle a peut-être pas un sens direct pour nous, mais juste on l'aime bien. On se concentre là-dessus, ça fait du bien. Marcher, mais pareil, sans musique, sans rien dans les oreilles. C'est ma pratique. Je marche 2 à 3 fois par jour. Je pars sans téléphone, sans rien. Ah, mais génial. C'est ce que j'appelle ma méditation dynamique. Mais bien sûr. Ma méditation active. Et aujourd'hui, moi, ça fait partie de mes routines. Mais bien et sûr. Je ne peux pas... Et où que je sois, tu vois, là, je suis sur Paris. Maman, hier, sur la pause, je dis non, là, on mange pas tout de suite. Elle est venue avec moi, c'était très cool. Mais je vais marcher. Moi, je pars en forêt. C'est top, tu vois, ou sur la plage pour toi. Et sans mon téléphone, au minimum une fois, et je pars après une demi-heure. Et une balade, même sans mon téléphone, sans rien. Je suis juste avec moi, centrée, à écouter ce qui se passe et regarder la nature, laisser mon esprit vagabonder, me recentrer, essayer de sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je pars. Et ça, moi, j'ai plus de mal d'être... D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis à certains de mes coachés quand elles veulent se recentrer. Il y a plusieurs pratiques, comme tu es en train de l'expliquer. Il faut trouver celles qui nous conviennent. Mais bien sûr. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que je ne le ferai pas demain, aujourd'hui, tu me mets sur un fauteuil à rien faire, c'est presque un peu anxiogène pour moi. J'ai besoin d'être dans une forme de mouvement. Et en fait, méditer en marchant, puis je fais aussi du coaching par la marche, j'ai un rapport à la marche, voilà. Le mouvement peut être méditatif et je trouve que ça peut être aussi intéressant que les gens le comprennent et qu'ils ne doivent pas se dire je dois être figé quelque part. Non, et qu'il y a plein de manières de le faire et on peut même créer sa propre manière. Enfin, je crois que la créativité peut se retrouver dans la méditation. Et les gens qui dessinent, les gens qui dansent, c'est-à-dire tu peux mettre la musique à fond chez toi et danser et c'est une forme de méditation. Un peu comme avec la danse intuitive. Mais bien sûr, tu peux, je sais pas, je pense qu'il y a plus grand monde qui fait sa lessive à la main, mais pareil, tu fais ta lessive à la main et t'es en train de méditer. En fait, méditer, il faut dédramatiser et démystifier un peu ce terme. C'est avant tout limiter le flux des pensées. Ce qui est génial pour la santé mentale. Voilà, c'est juste ça. Et le stress. Ça peut être aussi de faire de l'écriture intuitive. À un moment, je sens qu'il y a un trop-plein. J'écris, ça n'a pas de sens. Les phrases n'ont peut-être même pas de début ou de fin. Juste, j'écris ce que je pense. Comme si, tu vois, vraiment, mon stylo, c'est... la continuité de ma pensée, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, peut-être tu auras des mots qui ne seront même pas terminés parce que tu es passé à la pensée d'après, mais comme si, tu vois, tu jettes sur le papier tout ça, ça fait du bien. Et voilà, et ça peut être juste de s'asseoir quelque part et de regarder ce qui se passe autour de toi. Et puis tu peux méditer, voilà, debout, allongé, assis, en mouvement, les yeux ouverts, les yeux fermés. Cuisiner, t'es concentré sur une tâche. Tu peux penser à d'autres trucs. Mais globalement, ton attention, elle est quand même portée sur ce que tu es en train de faire. Cuisiner, moi, je trouve que c'est génial. Mais ce qui est génial, c'est un peu comme plein d'autres outils. La gratitude, moi, je pratique le journalisme, je le fais pratiquer à beaucoup de mes coachés sur l'écriture. Mais
ce qu'on oublie, c'est que c'est des pratiques aujourd'hui, qui sont à la portée de tous. Bien sûr. On parle souvent de financiers gratuites. Qui ont besoin de rien, pas de matériel, rien du tout. Je pense qu'elles sont sous-cotées, comme la gratitude, le journaling, la méditation, etc. Et elles sont très restauratives. Mais complètement. Et tu vois, moi, je sais que par exemple, j'aime bien cuisiner. Je sais que une journée où je suis un peu tendue, tac, je me mets en cuisine et Dieu sait que ma cuisine parisienne, elle est rikiki. Mais même dans une cuisine rikiki, on peut cuisiner. Ça me fait un bien fou, quoi. En fait, c'est trouver le truc qui nous apaise et savoir, du coup, le mobiliser quand on en a besoin. Tu vois savoir que, OK, là, je sens la sensation de trop-plein. Alors, on peut peut-être pas cuisiner n'importe quand. Mais par exemple, aller marcher, ne serait-ce que 10 minutes. Et ça, je pense que, globalement... Alors, il y a des boulots où on est un peu... on peut peut-être pas sortir facilement, mais... On a tous des pauses dans la journée. On ne travaille pas 10 heures non-stop. On a tous, à un moment donné, une pause, normalement. Moi, j'avais fait le rapport avec les pauses clubs. J'avais fait il y avait un reel qui a marché. C'est-à-dire, visiblement, on arrive à tolérer le fait que les gens puissent s'absenter de leur bureau pour aller fumer une cigarette. Mais effectivement, on est dans une société aujourd'hui, et c'est pas très bon pour notre santé. Et visiblement, si tu sors, prendre 10 minutes, prendre l'air pour aller marcher, on est plutôt... on peut être facilement, pas systématiquement, mais plus facilement jugé, regardé d'un œil, mais qu'est-ce qu'elle fait alors qu'il y en a un... c'est plutôt nocif pour notre santé, et l'autre est plutôt très bon pour notre santé. Le paradoxe de notre société. Absolument. Mais voilà, en fait, c'est vraiment trouver le ou les petites choses faciles à mettre en place qui nous font du bien. Où effectivement, on peut se dire, ouais, bon, elle est gentille avec son écriture et ça marche. Mais vraiment, en fait, essayez. C'est fou la sensation que ça a. Moi, je sais que je peux passer parfois beaucoup d'heures devant mon ordi pour ma création de contenu, pour les réponses aux mails, créer mes événements, mes retraites, mes machins. Et en fait, il y a des fois où je suis en mode, oulala, cocotte minute, j'en peux plus, tu sais. OK, j'ai un parc pas très loin de chez moi. Franchement, je vais faire 4 fois le tour du parc et je reviens. Mais voilà, et ça repart. Complètement, c'est ce que ça donne énormément de... en fait, les gens ne se rendent pas compte que s'ils restent assis, scotchés pendant 10 heures sans prendre l'air, en fait, leur journée est beaucoup moins productive que prendre ces 10 minutes, un quart d'heure, peu importe, où on s'aère, on marche, où on se coupe de tout et on se recentre. On gagne énormément en clarté et en productivité. C'est tellement mieux pour notre journée. Mais en fait, on est sur le toujours plus. On pense qu'on n'a pas le droit. Il y a cette culpabilité du toujours plus, de l'effort, etc. Alors qu'en fait, les pauses sont, on l'a dit, sont essentielles, quelle que soit la forme et le fait de se recentrer. En tout cas, bien sûr. Et si je peux me permettre, si tu me laisses une minute, bien sûr. J'en discutais avec mon chéri qui est préparateur physique et qui bosse notamment avec des athlètes de haut niveau. Et on parlait de la sédentarité. D'ailleurs, il a été interviewé sur un podcast et il en parlait. Où en fait, les gens aujourd'hui sont capables de rester 8 heures devant un écran, les fesses visitées sur leur chaise. J'ai envie de dire, ils n'ont pas le choix, mais tu as toujours le choix, à un moment de te lever, d'aller faire un petit tour quand même. Et en fait, ils vont aller tout donner à la salle de CrossFit, peut-être 2 ou 3 fois par semaine, ou aller courir, etc. Et en fait, ils disaient, les gens, du coup, ont l'impression d'être actifs, mais en fait, ils sont sédentaires. Parce que la sédentarité, tu ne la casses pas parce que tu vas faire même, je sais pas moi, 1 heure de sport tous les jours. C'est le fait d'être majoritairement immobile dans ta journée. Et ce qu'il expliquait à très juste titre, c'est que par exemple, les gens qui peut-être vont, alors il faut pouvoir le faire, mais aller travailler en vélo, peut-être marcher beaucoup, même des gens qui ne font pas de sport à proprement parler, mais qui dans leur journée sont en mouvement, sont beaucoup moins sédentaires finalement, avec, que ceux qui peut-être font du sport, mais restent des heures et des heures et des heures assises, avec toutes les conséquences qu'on peut connaître de la sédentarité. Et ça joue aussi sur le moral, en fait. Bien sûr, et sur le corps. Et sur le corps, bien sûr. Enfin, et en fait, c'est pour ça que vraiment ne pas sous-estimer ces moments de mise en mouvement, en fait. Complètement. Et même le corps pour tout. Enfin, je veux dire, pour éliminer nos toxines, même au niveau du système digestif. Enfin, moi, je vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation. Donc, du coup, j'ai passé une semaine beaucoup de temps assise. Mais au niveau digestif, c'était horrible. J'étais ballonnée. Je sentais vraiment que mon corps, en fait, n'était pas suffisamment en mouvement. Et en fait, le mouvement, ça vient quand même créer un brassage, un massage, notamment au niveau des organes digestifs, qui favorise le transit. On adore parler transit en yoga, comme en naturopathie, par exemple, qui favorise le transit, l'élimination, qui fait que tu vas te sentir quand même mieux. Enfin,
Mais si tu restes assis sur ta chaise, tes organes ils sont complètement comprimés, surtout qu'en plus on n'a pas toujours une très bonne posture. Voilà, il n'y a pas tout ce mouvement, tout ce brassage qui se fait. Et après, pareil, tous les désagréments qu'on peut avoir et le fait qu'on se sente pas bien, ballonné, mal au ventre, tu vois. Ce que tu es en train de dire, finalement, s'il y avait presque le conseil le plus facile à avoir, c'est pratique de yoga ou pas, c'est si vous voulez soutenir votre passion, votre activité, ce que vous aimez faire, en fait, c'est pas rester de manière intensive 8 heures sur votre chaise, c'est couper-les d'alternance et de mouvement pour soutenir votre productivité, votre clarté, votre créativité dans le projet qui vous passionne. Mais complètement. Rester 8 heures là à réfléchir au même truc, en fait, à un moment, tu satures. Donc voilà, on va marcher, on met la musique, on danse, on monte les escaliers de son immeuble, on fait ce qu'on veut, on fait un peu de stretch. Mais ouais, on se met en mouvement. Et je pense qu'effectivement, c'est comme si ça nous libérait des doses de créativité. Tu vois. Complètement, ça met de la clarté, de la créativité. Moi, je suis fan de ça et c'est une pratique que j'ai et je m'en lasse pas. Et j'essaye vraiment, comme toi, d'une manière différente sur les réseaux. Je le répète 20 fois. Quand le mouvement soutient la créativité, soutient la clarté et soutient nos projets. Mais complètement. Et peu importe son environnement. Alors, c'est sûr que si on est en bord de mer, en montagne, à la campagne, c'est encore plus facile. Mais même en ville, moi j'habite en plein Paris et franchement en journée il y a beaucoup moins de monde en plus dans les rues et tu peux apprécier marcher et même parfois il pleut et tant pis kawaii parapluie et tu vas marcher un peu complètement. Et tu rentres et parfois tu avais un truc sur lequel tu as bugué etc. Tu reviens et tu es là. Évidemment, c'était ça la solution. Mais même pendant que tu marches, je crois que j'ai mes meilleures idées, mais pendant que je marche, alors il peut y avoir la douche et tout ce qu'on connaît, mais quand je marche, et comme souvent, exactement, souvent je prends pas mon téléphone pour justement couper. J'ai ce truc-là, oublie pas ton idée. Parce que des fois, je la note justement et je le prends juste pour noter parce que c'est vraiment en marchant que viennent s'embriquer mes meilleures idées pour développer mon business. Donc, en plus de ça, c'est incroyable. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Mathilde pour cet échange. Dernière question. Dis-moi. Est-ce que, j'appelle ça, je le reprends, un de mes, je peux le dire un peu comme ça, mentor podcast qui s'appelle Mathieu Bernard. Cette dernière question que lui, il appelle la passe décisive. Est-ce que tu pourrais me donner le nom, pareil, d'une entrepreneur passionnée qui aurait des conseils, qui est passée aussi par les problématiques de santé mentale, de stress, ce que peut vivre le chemin de l'entrepreneur passionné, le nom d'une personne qui pourrait être invitée et elle aussi être interviewée derrière ce micro pour raconter son histoire, la transmettre et inspirer d'autres personnes. Alors, la première personne qui m'est venue à l'esprit, parce qu'on en a parlé avant le podcast, et la première personne qui m'est venue à l'esprit, qui je pense serait une invitée parfaite, passionnée et passionnante, elle s'appelle Sandra. J'espère ne pas écorcher son nom de famille. Il me semble que c'est Sandra Scanella. Désolée Sandra si j'ai écorché ton nom de famille. Et en fait, elle est fondatrice du réseau F Collective, dont je fais partie, qui est un réseau de femmes entrepreneurs, qui est juste incroyable. Pour le coup, elle a un rôle de coach d'ailleurs. Elle vient soutenir énormément de femmes entrepreneurs qui sont lancées ou qui veulent se lancer. Avec un parcours absolument dingue, avec, je pense, vraiment des gros pics de stress dans son activité, des moments où, quand je la vois, je me dis, mais comment fait-elle pour gérer tout ça? Elle a 2 enfants, maman solo. Ah ouais. Elle a lancé son activité enceinte de, alors je sais plus si c'est 8 ou 9 mois, mais vraiment, quand tu vois les photos, les vidéos, je peux te dire qu'elle est sur le point d'accoucher. Elle a lancé son activité à ce moment-là. Hyper inspirant. Et elle a créé... elle met une énergie dans ce qu'elle fait. Je ne sais même pas où elle trouve cette énergie. D'ailleurs, elle en parle souvent et très ouvertement. Des moments où ça redescend, des moments où elle tombe malade, de comment son corps se manifeste dans les moments où c'est un peu trop. Mais je trouve que son parcours est impressionnant et très inspirant. Et je pense vraiment que ça serait... Une personnalité très intéressante. Écoute, merci. À interviewer. Sandra, beaucoup de choses à transmettre. Sandra. Je reviendrai vers toi. Ouais, j'espère vraiment que
qu'elle répondra présente parce que même moi, je serais... Elle a un podcast, donc elle s'est déjà exprimée un petit peu sur ce sujet, mais je serais très intéressée de l'entendre en étant interviewée. Et du coup, écoute, merci beaucoup Mathilde. Dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter tout court d'ailleurs, pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, pour me contacter, voilà, que ce soit qu'on papote yoga ou pour des questions plus de où est-ce qu'on peut pratiquer avec toi ou autre, peu importe. Et je dirais en premier lieu sur Instagram, c'est là où je suis le plus et c'est moi qui réponds. Il n'y a que moi qui gère mon compte, donc c'est forcément moi qui vais vous répondre. Le nom de ton compte? Le nom, c'est mathilde.yogifit. Ok. Voilà. Et après, j'ai un site internet qui s'appelle Solstice 108, comme le solstice d'été, solstice d'hiver, avec un compte Instagram aussi du même nom, où là, on retrouve mon planning. Donc voilà, on retrouve exactement où est-ce que je pratique. On retrouve aussi mes retraites de yoga et mes formats workshop événementiels sur Paris que j'organise avec mon chéri 3 à 4 fois par mois à peu près. Voilà, puisque... C'est un tout autre sujet, mais voilà, on a créé ça ensemble, mais on ne peut pas aborder tous les sujets. Tu reviendras. Ça aurait été intéressant aussi l'entrepreneuriat à deux et en couple, mais qui était le deuxième gros challenge. Mais voilà, on en reparlera une autre fois. Mais voilà, donc sur ce site Solstice 108, compte Instagram du même nom. Et puis après, globalement, si on veut m'envoyer un mail, on trouve mon mail sur ces réseaux-là. J'ai un LinkedIn, mais honnêtement, je ne suis pas très active dessus. Donc voilà, c'est vraiment Instagram ou mon site internet. Et merci infiniment de m'avoir conviée. Ça me fait hyper plaisir cet échange. Et comme je le disais, ça me fait encore plus plaisir d'être avec toi et de te voir toi aussi grandir dans tout ton projet entrepreneurial qui est quand même assez dingue. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toi. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Clairement, ce n'était pas préparé, on va le dire. Pas du tout. Vous savez, les thèmes sur lesquels on voulait aller, mais voilà. Et d'avoir parlé en toute vulnérabilité. Voilà. Et d'être revenu sur des sujets et de t'être confié comme ça et d'avoir tout donné pour, entre guillemets, inspirer, livrer. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci. J'espère en tout cas que pour tes auditeurs et auditrices, ils auront appris des choses ou que ça leur aura donné des pistes de réflexion. Et voilà, on se quitte pour cet épisode. On se dit à bientôt et à la prochaine.